amis, eh bien, bonjour, bien le bonjour, et nous sommes contents de vous retrouver dans cette nouvelle émission trilatérale, la trilatérale de Thierry Messant, d'Édouard Husson, d'Éric Verhaeghe pour le Courrier des Stratèges. Nous allons aujourd'hui vous parler des 50 nuances du Trumpisme. Puis n'oubliez pas évidemment de consulter les nombreux articles que nous consacrons à Donald Trump et au Trumpisme dans les colonnes du Courrier des Stratèges. On vous rappelle que le courrier, ce ne sont pas seulement des interviews, des vidéos, ce sont aussi tous les jours une dizaine d'articles un peu décapants sur l'actualité, sur des sujets qu'on ne trouve pas ailleurs. Eh bien, bonne émission. Thierry, Édouard, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez tous les deux regardé la séance d'intronisation de Donald Trump. Thierry, tu en as pensé quoi? Que c'était une revanche invraisemblable d'un homme qui a été conspué lors de son premier mandat, dont on a prétendu qu'il n'avait pas été élu il y a 4 ans, et qui là est vraiment le maître des lieux, tout le monde est à ses pieds. Donc ça, c'est quelque chose de très rare quand même. Ensuite, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui est son équipe. Alors on a vu l'un ou l'autre sortir devant les écrans, notamment Elon Musk, mais je ne pense pas qu'il soit la personne la plus importante auprès de lui. Donc il y a toujours un flou sur son équipe en fait. Mais un flou, quand tu veux dire quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ben oui, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce discours, il a rappelé qu'il voulait annexer le canal de Panama. Mais il n'a pas évoqué le Groenland et le Canada comme précédemment. Et ça, c'est un projet qui n'a aucun rapport avec ce qu'il a développé pendant ses campagnes électorales. Ça, c'est un projet qui renvoie au mouvement des technocrates dans les années 30, dont on va parler tout à l'heure. Dont on va parler, ouais, d'accord. Parce qu'on va l'approfondir. 50 nuances de Trumpisme, Édouard. Ça t'a inspiré quoi, cette séance d'intronisation? D'abord, à chaque fois que je vois une intronisation de président américain, je me dis, mais c'est un autre monde que le nôtre. C'est la référence religieuse aussi prononcée. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nation qui a été capable de garder un rituel, ce qui est rare dans le monde moderne. C'est même pas quelque chose de reconstitué, mais c'est quelque chose c'est une continuité. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est effectivement, comme dit Thierry, l'aspect de revanche. Et c'est vrai que c'était étonnant de voir Obama accablé, Bush Junior devenu gâteux, Hillary Clinton qui levait les yeux au ciel. Et puis bon, quand il a été question des otages israéliens libérés de Gaza, là, ils se sont tous levés. Ils n'ont pas pu faire autrement. Ils ont participé à la standing ovation, ce qui montre bien leur mauvaise foi par ailleurs. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir Bezos, Zuckerberg et Musk côte à côte. Ce sont 3 hommes qui ont... Et le patron de Google, dont on a oublié le nom, oui. Qui est imprononçable, mais c'était les 4 géants de la tech. Voilà, et ils étaient assis derrière la famille Trump et la famille Vance, et il ne faut pas oublier qu'ils ont voté Obama, ces gens. Donc, ils ont changé d'écurie. Enfin, dernière petite remarque, qui représentait la France de facto, parce qu'il fallait être dans la rotonde. La question, ce n'était pas les gens qui étaient dans les autres salles, mais qui était dans la rotonde, c'était Bernard Arnault. Qui était proche de l'équipe des 4 géants de la tech. Oui, alors il était de l'autre côté, il était derrière les anciens présidents, mais enfin ça montre en fait que Trump n'est pas, on va en reparler j'imagine, n'est pas simplement un populiste. Il a une face populiste, mais il a aussi une face qui lui a rendu possible de mater l'oligarchie américaine et mondiale et d'en rallier une partie. Alors moi quand même, ce qui m'a frappé dans le discours de Trump, dans le style de l'intronisation en général, ce qui m'a frappé, c'est le côté très élan vital, très affirmation quasiment impériale
de la personnalité de Trump, de son projet, l'âge d'or de l'Amérique, j'ai été choisi par Dieu pour sauver l'Amérique, quelque chose comme ça. Il y a quand même quelque chose de profondément individualiste et de profondément, je vais utiliser des références cuistres, nietzschéen d'une certaine façon. Trump, c'est quand même le triomphe de la volonté. C'est quand même une espèce d'élan vital. Comment vous réagissez à ça? Alors juste un tout petit point, puis je laisse parler Thierry après. Et à la fin d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant. Il dit j'ai réussi l'impossible, mon comeback, et donc les États-Unis vont réussir l'impossible. C'est bien cette idée qu'il va relever les États-Unis par la volonté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu as perçu Alors, moi, je pense que d'abord, en France, on ne connaît pas l'histoire de Donald Trump. Avant de rentrer en politique, il a par 2 fois pris des positions tout à fait hors normes en tant que promoteur immobilier. Donc, dans la fin des années 80, je pense, ou début des 90, il a publié dans des grands journaux une lettre contre la manière dont la globalisation se portait. Donc il a remis en cause, c'est son premier acte, il a remis en cause les échanges internationaux que l'on pratiquait. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est le 11 septembre 2001, il est apparu à la télévision sur New York One et il a expliqué que ce qui se passait n'était pas ce que le gouvernement Bush prétendait. Donc ça, c'est complètement effacé de la conscience en Europe. Mais pour moi, ces 2 événements, c'est ce qui explique qu'il soit devenu président. Il n'y en a pas d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, puisque en France, on le sait, il y a un courant souverainiste pro-Trump, mais qui est aussi très pro-protection, pro-sécurité sociale, pro-service public, pro-intervention de l'État. Au fond, il n'y a pas de réalisation individuelle, il n'y a que des réalisations collectives. C'est une idée très forte en France chez les Trumpistes. Trump, c'est quand même le triomphe de l'individualisme et l'affirmation de l'individu. Si je peux ajouter un point par rapport, là aussi, au discours convenu, j'entends beaucoup de gens dire Trump ne pourra pas faire autrement que de gérer le déclin des États-Unis. Franchement, quand on connaît un peu la société américaine et quand on voit cet élan vital dont tu parles, je pense qu'il fera plus que ça. C'est-à-dire qu'il va permettre aux États-Unis une forme de rebond. Alors, jusqu'où ira ce rebond? Est-ce que ça sera le chant du cygne? Voilà, on peut en discuter. Mais je crois que c'est aussi, autant pour Trump, la nouvelle puissance de la Russie, celle de la Chine, sont un problème objectif, autant pour, finalement, ces 2 pays qui ont beaucoup profité de la faiblesse de Biden. Franchement, est-ce que Poutine aurait déclaré la guerre à l'Ukraine aussi facilement s'il n'avait pas su, puisque tout le monde le savait, que Biden était sénile? C'est une vraie question. Et là, ils vont avoir un vrai interlocuteur américain à nouveau. Et pas n'importe lequel, parce qu'on voit bien qu'il a de la personnalité. Donc moi, je n'enterrerai pas trop vite les États-Unis du fait de Trump. Alors moi, en 2000, je pensais que c'était le moment de la fin des États-Unis, qu'ils allaient éclater en plusieurs États. Et il y a eu les attentats de 2001 et la relance de l'impérialisme américain avec les opérations en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Et je vois aujourd'hui qu'il y a effectivement une nouvelle tentative pour sauver les États-Unis du désastre. Alors, est-ce que Donald Trump va y parvenir? Franchement, je n'en sais rien. Et je vois que dès le premier jour, en fait, les antagonismes internes se sont réveillés. Il prend des décisions sur l'immigration et immédiatement la mairie de Chicago dit on n'appliquera pas. Donc il y a déjà des plaintes d'ailleurs d'États américains déposées contre lui, contre sa remise en cause du droit du sol. Oui. Donc
il a un travail vraiment extrêmement difficile et l'opposition intérieure est toujours très forte. Et lui, il avait prévu de lancer des inculpations dans les prochains jours, et Joe Biden a amnistié préventivement tous ces gens-là. C'est incroyable ce qu'il a fait. Notamment le fameux Fauci, qui est l'homme du Covid. Oui, oui, oui. Tu soulèves la question du projet technocrate. Oui. Donc, en fait, un des visages marquants du Trumpisme aujourd'hui, ça s'appelle Elon Musk, qui paraît en effet, enfin qui est très simplifié, très diabolisé aujourd'hui par la caste en Europe qui appelle à quitter X, etc. Mais au fond, est-ce qu'on connaît, parce que Elon Musk est présenté comme un libertarien, et les lecteurs du Courrier des stratèges savent que nous nous réclamons du libertarisme, mais est-ce qu'on peut réduire Elon Musk et son projet de conquête de la planète Mars, par exemple, est-ce qu'on peut le réduire à une vision libertarienne? Alors non, il y a au moins une autre composante chez lui, qui est le mouvement technocratique des années 30, dont son grand-père était le responsable au Canada. Et après, son grand-père est parti en Afrique du Sud en raison de ses accointances nazies, et en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, il a trouvé ça très bien. Donc, moi j'ai découvert ça ces temps-ci. En fait, quand Donald Trump a annoncé qu'il voulait annexer le Canada et le Groenland, il a renvoyé à ce projet. Puisque dans les années 30, au début des années 40, on a publié une carte de ce mouvement qui disait les ressources, les matières premières du continent nord-américain doivent être exploitées par l'industrie des États-Unis. Il faut donc annexer le Canada et le Groenland et toute l'Amérique du Nord, Mexique, jusqu'au canal de Panama. Donc tout d'un coup, cette idée ressurgit. Et en dehors d'Elon Musk, je ne sais pas d'où il peut venir. C'est ce qu'on appelle le projet Technostat, c'est ça? Alors, c'est ce qu'en France, c'est ce qui a été développé par Excrise. Les technocrates de l'école polytechnique qui ont développé ce projet sous Vichy et qui sont devenus, ils ont été accusés d'avoir organisé une tentative de coup d'État sous Vichy, mais à l'intérieur de Vichy. Et dans les années récentes, un historien dont la famille était impliquée dans cette affaire s'est évertué à dire que c'était des fariboles, ça n'avait jamais existé, mais d'autres historiens ont montré que non, au contraire, il y a des traces de cette chose-là. Alors, ce projet technocratique américain des années 30, est-ce qu'il englobait un projet géographique? Ah oui, justement, c'est ces annexions. Mais alors, ça allait d'où à où, ces annexions? Tout le plateau continental du nord des États-Unis, du nord des Amériques. Voilà. C'est-à-dire Canada, mais le Groenland en fait partie. L'Islande, l'Irlande. Le Mexique. Le Mexique. Toute l'Amérique latine jusqu'au canal de Panama. C'est ça qui était leur limite. Est-ce que tu penses que c'est crédible qu'au fond, ce projet-là, dont personne ne parle, en réalité, guide la vision de l'Amérique que Donald Trump développe aujourd'hui? Mais c'est ce qu'il a expliqué il y a un mois à propos du Canada et du Groenland. Et il a envoyé son fils au Groenland prendre contact avec les autorités là-bas pour savoir comment acheter le Groenland. Donc c'est très sérieux. Et alors l'idée de ces gens-là, c'est que le développement des techniques permet de faire des choses que l'on n'a jamais envisagées auparavant. Et c'est pour ça que Elon Musk parle de conquérir la planète Mars.
Je pense qu'à la fois, donc c'est effectivement ce projet-là que Musk vraisemblablement a mis sous les yeux de Trump, mais par ailleurs, ça a évoqué quelque chose chez Trump, parce que l'annexion ou l'achat du Groenland, c'est une idée qui remonte au 19e siècle. De mémoire, je crois qu'Andrew Jackson en a parlé, plusieurs présidents américains en ont parlé depuis lors, hein, c'est pas, Trump n'invente rien de ce point de vue-là. La deuxième raison pour laquelle ça peut lui parler, c'est que je pense qu'il est suffisamment réaliste pour comprendre que les États-Unis ont perdu de fait la guerre en Ukraine, qu'ils sont en difficulté de facto au Proche-Orient, et donc il y a la question de retrouver une forme d'équilibre et de compenser en fait la défaite. Donc, comme il y a chez Trump, moi je pense que ce que révèle en fait cet épisode, ou cette série d'épisodes, c'est que quand il dit « Make America Great Again », il joue évidemment sur l'ambiguïté du mot « Amérique ». Est-ce que ça renvoie aux États-Unis ou est-ce que ça renvoie au continent américain? Et donc il y a cette idée de resserrer le focus sur le continent américain pour refaire les forces des États-Unis qui ont été épuisées par le globalisme qui ont amené les États-Unis à vouloir intervenir partout. Moi c'est comme ça que je le perçois, donc c'est une sorte de retour à la doctrine Monroe. Mais oui. Dans son discours d'investiture, il a annoncé qu'il allait renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Ça, c'est quand même assez choquant. Il renvoie à un nom colonial, Amerigo Vespucci, hein, le golfe d'Amérique. Ça lui appartient. Alors, on précise d'ailleurs que dès la journée de sa nomination, de son intronisation, il a signé un décret présidentiel dont j'ai oublié le nom, mais c'est l'un des premiers décrets qu'il a signé, rebaptisant le golfe du Mexique golfe d'Amérique. On verra si les autres suivent. Mais tu évoques les liens que le grand-père d'Elon Musk a eu avec le nazisme. Oui. On rappelle qu'Elon Musk est officiellement sud-africain. Oui, oui. Il a grandi en Afrique du Sud. Il a la double nationalité. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Moi, j'ai entendu l'audience devant le Sénat de Peter Hegseth, qui va devenir le ministre de la Défense américain, et qui dit il faut qu'on revienne à des vertus guerrières dans l'armée américaine. Est-ce qu'il... Trump déclare de l'urgence nationale, déploie l'armée au sud des États-Unis. Est-ce que, je vais poser quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension autoritaire et peut-être une parenté entre le Trumpisme et une forme de fascisme? Alors ça, c'est le discours des démocrates. Mais... bon, vu tous les mensonges que ces gens ont répandus, on a besoin de preuves quand même. Hein. Et pour le moment, je ne vois pas ces preuves. Alors, moi, je dirais, pas oublier que le fascisme a toute une face technocratique. Je renvoie au très bon livre de Jonah Goldberg qui s'appelle Le fascisme libéral. Et en fait, ça veut dire le fascisme progressiste. C'est un républicain américain qui avait publié ce livre-là dans les années 2000. Et c'était un livre absolument extraordinaire parce qu'il décortiquait, par exemple, les discours d'Hillary Clinton et il montrait la parenté d'un certain nombre de discours d'Hillary Clinton avec, on va dire, la face technocratique du fascisme européen dans les années 20 et 30. En particulier chez Mussolini, mais pas seulement. Et donc, les démocrates sont mal placés pour donner des leçons sur ce qu'est le fascisme. Moi, on pourrait faire appel effectivement à un point, l'ambiguïté, mais en fait c'est une ambiguïté qui est commune à tous les hommes politiques américains. Le grand clivage aujourd'hui dans le monde, c'est ceux qui croient à l'égalité entre les peuples et ceux qui n'y croient pas. Et donc effectivement, les Américains de ce point de vue croient au caractère exceptionnel de la nation américaine et par ailleurs à l'idée qu'il y a une sorte d'oligarchie des nations autour d'eux qui est légitime pour dominer le monde.
Mais moi, je classerais le mouvement trumpiste plus comme un retour à une forme de nationalisme américain, et un nationalisme américain pas forcément toujours agréable pour le reste du monde, mais quand même plus modéré que la politique qu'ont menée les présidents précédents, qu'ils soient républicains comme les Bush ou démocrates. C'est quand même une rupture avec la politique néoconservatrice, et en particulier avec l'idée qu'il est légitime que les États-Unis se mêlent de tout dans le monde. Alors précisément, Trump a fait la démonstration de cet interventionnisme en arrachant, avant même son intronisation, un cessez-le-feu à Gaza qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est un peu une surprise parce qu'il avait pris des positions très pro-sionistes, mais en même temps, il vient de lever, tu l'as sans doute vu Thierry, les sanctions contre les criminels de guerre israéliens. Est-ce que tu peux nous refaire le point de cette situation, et est-ce qu'on peut ensemble faire le point de ce cessez-le-feu, de ce qu'il signifie, de sa viabilité, et des débordements maintenant sur ce qu'on appelle West Bank, en Cisjordanie. Alors, le cessez-le-feu, il était négocié depuis 1 an et demi sans que rien ne soit jamais réalisé. Toujours l'une des deux parties se retirait de l'accord quand il était à peu près finalisé. Et l'administration Biden, non seulement n'a jamais tapé du poing sur la table, mais a fourni des quantités d'armes invraisemblables pour que le massacre continue. Donc en fait, c'est l'administration Biden qui a commis ce massacre et non pas l'armée israélienne qui a juste été le bras pour que ces bombardements soient effectifs. Avec le rôle d'Anthony Blinken en tête de proue. Avec le rôle d'Anthony Blinken qui, auparavant, dans sa vie, était un pro-palestinien et qui tout d'un coup était devenu favorable non pas au sionisme, mais au sionisme révisionniste. Donc, c'était vraiment à n'y rien comprendre. C'était l'époque où il jouait de la guitare, c'est ça? Il était pro-palestinien? Non, à l'époque où il était avec son beau-père, où il vivait à Paris, son beau-père qui était un avocat juif international, un homme absolument remarquable, qui lui disait qu'il fallait l'entente entre les deux peuples. Samuel Pisard, c'est ça? Samuel Pisard, oui. Bon, et puis voilà, il avait tourné la page. Bon. Et Donald Trump a envoyé son représentant spécial pour le Moyen-Orient participer à ces négociations. L'administration Trump a accepté qu'il entre dans la pièce, et 1 heure après, l'accord était signé. C'est un truc vraiment incroyable, parce que le gouvernement Netanyahou et le Hamas ont l'un et l'autre changé radicalement d'attitude en 1 heure et demie. Alors pourquoi? Certainement parce que les deux parties étaient convaincus que s'il n'y avait pas d'accord, Donald Trump écraserait les deux en fait. Non pas un et l'autre, mais les deux. Et bon, le Hamas aujourd'hui a été réduit, je sais pas, sa puissance a été divisée par 10. Il faut se rendre compte du massacre qui a eu lieu. Et Netanyahou n'est plus, au moment où nous parlons, n'est plus majoritaire dans son propre pays. Ça, tous les sondages le disent, c'est avéré. Il y a un moment, il avait remonté, mais là, il s'est effondré. Donc lui aussi était obligé d'accepter. Voilà. Alors, une fois qu'il a fait ça, Trump s'en est vanté. Il a accepté de partager ce cessez-le-feu, la paternité de ce cessez-le-feu avec l'administration Biden, qui donc s'en est vanté dans les dernières heures. C'est vraiment absolument pitoyable. Et une fois qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, Biden a enlevé les sanctions contre le mouvement colonial Trump. Oui, il a enlevé les sanctions de Biden contre
contre le mouvement colonial en Cisjordanie, des sanctions qui avaient été prises parce que ce mouvement avait officiellement déclaré qu'il voulait reprendre le terrorisme de l'Irgun, c'est-à-dire du mouvement de Jabotinsky. Comment on explique ce mouvement de crabe, un coup à gauche, un coup à droite, de Trump? J'impose le cessez-le-feu, et puis en même temps, je lève des sanctions. Oui, alors, un point que personne ne dit, mais moi je pense que Trump est d'abord suffisamment informé, et d'autre part suffisamment réaliste pour se rendre compte que l'accusation de génocide portée devant la CIJ contre les Israéliens est sérieuse à Gaza, et je pense qu'il a suffisamment compris que le petit jeu des démocrates consiste, si la guerre avait continué à Gaza, le petit jeu des démocrates aurait consisté à dire, bah, vous voyez, c'est Trump, en fait, le responsable du génocide, c'est Trump. Et ça aurait pu faire un argument de politique intérieure américaine. Donc ça n'a pas été mentionné. Je suis étonné parce que je pense que c'est important. La deuxième chose, c'est que je crois que Trump est là aussi, est un réaliste, mais il veut surtout, il a un agenda de politique intérieure. Et il veut, on y faisait allusion, il va y avoir une guerre civile larvée. Et donc il veut avoir les mains libres. Et c'est vrai que la guerre de Gaza qui continue, avec toute cette critique mondiale contre non seulement Israël, mais les États-Unis qui livrent les armes, il fallait faire cesser ça à un moment. Ensuite, je pense qu'il y a cette idée de compenser. Alors, est-ce que c'est intelligent? Moi, je ne le pense pas. Mais puisque, d'un côté, on a écrasé Netanyahou, on l'a forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, et ben, d'un autre côté, on donne quelque chose qui pense, l'administration Trump ne coûte rien, c'est juste la définition de qui est légitime et qui ne l'est pas. Je pense que c'est une erreur, parce qu'on voit bien que une partie de la société israélienne, même si elle est sans doute minoritaire, est droguée à la violence contre les Palestiniens, et donc la violence en Cisjordanie, c'est le palliatif pour avoir dû arrêter le génocide de Gaza. Mais comment on explique quand même est-ce qu'il y a une stratégie de Trump claire, compréhensible au Proche-Orient aujourd'hui? Moi, je pense que ce qui vient d'être dit là est très important. Les premiers actes de Trump à l'international sont partout de rechercher, d'arrêter les tensions. Donc on vient de voir ce qui s'est passé au Proche-Orient. Il y a le conflit en Ukraine, on ne sait pas où en sont les discussions, mais c'est évident qu'il y a déjà eu des contacts. Et Patrouchev, c'est l'ancien responsable des services secrets extérieurs, il est devenu maintenant conseiller spécial de Vladimir Poutine, a donné une interview à Komolskoya Pravda, c'est le journal dans lequel je travaillais pendant plusieurs années. Il a expliqué que Trump devrait faire des concessions et que très certainement l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, tous les deux allaient disparaître. Bon, si c'est permis de dire une chose comme ça, c'est quand même qu'il y a déjà des contacts. Et on voit bien, bon, ça va prendre quelques mois, mais on voit bien que l'équipe des nationalistes intégraux en Ukraine, c'est-à-dire des anciens collaborateurs des nazis, cette équipe touche à sa fin. Mais identiquement, on sait qu'il y a un conflit dans l'Extrême-Orient. Et Donald Trump était perçu jusqu'à présent comme voulant engager un conflit vis-à-vis de la Chine, tout au moins un conflit économique avec la Chine. Et juste avant son intronisation, il a téléphoné au président Xi et l'a invité à son intronisation. Donc ça ne rentre pas dans la manière de penser des gens ici. D'ailleurs, je ne crois pas que les journaux ici en aient parlé. Et finalement, Xi Jinping a envoyé
son vice-président à cette intronisation. Vous savez, habituellement, la Chine n'envoyait qu'un ambassadeur, jamais une personnalité plus haute que ça. Alors, les États-Unis voulaient que ça soit une autre personnalité, quelqu'un de plus proche de Xi Jinping, mais qui n'a pas un titre aussi haut que le vice-président. Voilà. Bon, Xi Jinping a décidé que c'était le vice-président. Mais en fait, on voit que les deux hommes ont dit qu'ils allaient travailler ensemble à la paix dans le monde. C'est pas des mots en l'air à ce stade des relations. Moi, je crois que la priorité de Trump, ça va être la politique intérieure. Et alors, je l'explique de la manière suivante. Je pense qu'il a fait ses preuves en matière de populisme, je dirais. Hein. Je rappelle quand même les chiffres parce qu'il faut les avoir en tête. 62 millions de voix en 2016, 74 en 2020, 77 millions en 2024. Ça montre, et avec quasiment 2/3 de participation électorale en 2024, on n'en est pas loin. Donc ça montre que, après Obama, parce qu'Obama lui-même avait déjà remobilisé les Américains, mais Trump a massivement remobilisé le peuple américain et l'a incité à aller voter. Alors c'est pas encore des chiffres comme, je dirais, dans l'Allemagne des années 70 où les Allemands votaient à 90%, on n'est pas revenu à ça, mais il y avait quand même eu un déclin de la participation électorale avec un point bas, je crois, au moment de l'élection de George W. Bush en 2000, à un peu moins de 50%. Donc ça, le populisme, le fait de mobiliser, de revigorer la démocratie américaine, il l'a fait. Mais il a analysé son premier mandat. Et son premier mandat, c'est qu'il n'a pas été capable de déstabiliser l'establishment qui était en place. Et c'est, je crois, ce qu'il a l'intention de faire, éventuellement très brutalement, malgré les ruses de Biden ou d'autres. Et donc, s'il veut pouvoir faire ça, parce que ça va être sanglant, les gens qu'il a en face de lui, ce sont des gens ultra corrompus, et parce qu'ils ont été pendant longtemps au pouvoir, et qui sont très riches, qui ont des moyens, qui peuvent aussi mobiliser une partie des élites mondiales contre Trump. Et donc, s'il veut réussir ça, il a besoin d'une relative tranquillité à l'extérieur. D'où, je pense, sa tendance à apaiser. Parce qu'en fait, le projet, c'est vraiment de changer d'élite américaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un projet à tendance oligarchique à côté du projet populiste. Et comment les deux vont être articulés, je ne sais pas. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas faire comme Obama, qui a remobilisé les Américains, mais gardé les élites néoconservatrices. Lui n'a pas réussi à se débarrasser des élites néoconservatrices pendant son premier mandat, et là il a l'intention de le faire dans le deuxième mandat. Y arrivera-t-il? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est la priorité pour lui. Ah, c'est ça ou la guerre civile. Pourquoi c'est ça ou la guerre civile? Quels sont les risques objectifs d'une guerre civile aujourd'hui aux États-Unis? Mais en fait, les gens qui ont organisé lors du premier mandat, quand Donald Trump a été élu et avant qu'il s'installe à la Maison-Blanche, dès son élection, il y a eu, lors du premier mandat, une mobilisation de cet establishment démocrate pour raconter n'importe quoi sur ce personnage. Et nous, ici en Europe, nous avons été abreuvés de cette manière de relater ce qui se passait aux États-Unis, qui était complètement fausse. Vraiment, on nous a présenté ce personnage comme un huluberlus, ce qu'il n'était absolument pas. Et les gens qui ont été capables de mobiliser la presse mondiale contre leur propre président aux États-Unis, et qui ont été capables de mettre en scène des opérations invraisemblables comme l'affaire de Charlottesville et qui ont imposé l'idéologie woke aux États-Unis. Alors c'est une idéologie qui a ses racines aux États-Unis, très profonde, mais qui l'ont imposée. Donc ces gens ont des moyens considérables.
et ils peuvent, à travers les médias, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que Donald Trump a tout de suite mis en avant le changement de X, de Meta, de tous ces gens-là, parce qu'il a besoin de reconquérir la parole des médias. Sans ça, il aura des affrontements physiques absolument partout. Mais vous parlez beaucoup des difficultés intérieures prévisibles de Trump, mais sur le fond, moi ce qui me frappe, c'est que Trump avait promis une guerre commerciale contre la Chine, et il laisse encore planer la menace de cette guerre commerciale. Tu nous disais, la Chine, finalement, il y a un accord qui se dégage, mais en réalité, si Trump a renoncé à cette guerre commerciale immédiate contre la Chine, c'est parce qu'il espère négocier le rachat, enfin en tout cas la cession de 50% des parts de TikTok aux États-Unis. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que tout en prenant des décrets présidentiels proclamant le retour à la liberté d'expression, la fin de la censure que les démocrates ont validé, et qu'en France, le président de l'ARCOM vient encore de valider publiquement, Trump fait un décret disant « nous, on ne censure plus, mais on veut quand même, on renonce à des barrières tarifaires sur les produits chinois en échange de 50% des parts de TikTok parce que nous considérons que les États-Unis doivent contrôler les données personnelles des réseaux sociaux. » C'est quand même un sacré changement. C'est-à-dire qu'au fond, ce que dit Trump, c'est aux Chinois, c'est nous pourrions dominer le monde en nous partageant les données personnelles des réseaux sociaux. C'est quand même pas complètement démocratique comme raisonnement. Ah, c'est pas du tout démocratique, mais ça respecte la liberté d'expression. Il y a plusieurs choses dans cette affaire. Et je pense que... C'est comme de la surveillance généralisée. Absolument, absolument. Mais Donald Trump me semble vouloir faire la paix économique avec la Chine et vouloir utiliser d'autres moyens de pression sur la Chine que celui que tu notes là. Je pense que, par exemple, il va pouvoir négocier avec la Corée du Nord comment mettre une petite épine dans le pied des Chinois, voilà, ce genre de choses. Bon, mais ça te paraît pas surprenant, cette volonté de Trump de contrôler les données des Américains à travers TikTok et dire en échange, du coup, on ne fait plus de barrières protectionnistes? Alors, je crois que Trump, encore une fois, Trump, le businessman, un peu le hurluberlu dont on avait parlé, en fait, s'est révélé un très fin politique. Et il a en particulier une compréhension de l'opinion que personne n'avait eu depuis Obama et Bill Clinton. En fait, je veux dire, Bush a été élu au forceps, enfin en forçant les événements, et puis après il a été réélu à cause de la guerre d'Irak. On parle même pas de Biden, mais donc il a cette perception très fine. Et il a compris que les deux grands partis étaient en train de perdre la jeunesse américaine. Et l'une de ses obsessions, et d'ailleurs il l'a répété plusieurs fois pendant son inauguration, c'est « j'ai plus 35% de jeunes qui ont voté pour moi ». Et il l'a répété en boucle, comme il fait, parce qu'il a ce côté effectivement itératif. Et donc moi c'est ce à quoi j'avais pensé immédiatement, mais il y a effectivement sans aucun doute une idée de contrôler les données. Je pense que dans le cas de Trump, mais il faudra y réfléchir, c'est d'abord une optique business. C'est-à-dire que les données, c'est de l'information, l'information, c'est de l'activité possible, du développement industriel, c'est des profits possibles pour l'industrie américaine. Voilà, mais j'ai pas réfléchi plus avant au sujet. Ça n'a jamais été exclusif. Faire du business n'a jamais exclu de surveiller la vie des gens. Oui, oui, mais quand Donald Trump s'entoure de 4 multimilliardaires de la high-tech, en fait, il essaye de reconstituer une nouvelle élite sur laquelle il pourra s'appuyer, comme faisaient les rois de France. Les rois de France, ils s'entouraient de leurs chefs de guerre. Lui, il s'entoure des gens qui comptent sur le plan économique. Parce que c'est
4 multimilliardaires sont bien au-dessus des autres. Les autres milliardaires, c'est le vulgus pecum. Hein. Et lorsque il veut récupérer TikTok, vous savez, juste à ce moment-là, TikTok a fait un communiqué en rappelant qu'il est responsable de 3,5% du PIB des États-Unis. Il revendique ça parce que beaucoup de petites entreprises vendent leurs produits grâce à TikTok. Donc, c'est bien ce phénomène auquel on assiste. Alors, pour continuer dans cette veine, je vous prends un peu à froid, messieurs, je sais, mais Donald Trump donc, revendique par exemple le Groenland pour les richesses énergétiques du Groenland. C'est pas ce qu'il a dit. Alors, je vais continuer. Lui ne l'a pas dit, mais son entourage le dit, notamment le vice-président. Il y a des richesses énergétiques au Groenland dont nous avons besoin. Et Trump assume l'urgence énergétique qu'il proclame en disant nous devons retrouver notre primat énergétique. Et il l'explique pour une raison qui passe inaperçue en Europe, c'est si on veut si on veut asseoir notre suprématie dans l'intelligence artificielle, qui est très consommatrice d'électricité pour fonctionner, nous avons besoin d'avoir une énergie abondante et pas chère. Et donc le projet politique de Trump, c'est la domination du monde par l'intelligence artificielle. Est-ce que, et on voit bien qu'il y a une concurrence entre la Chine qui est en retard sur l'intelligence artificielle et les États-Unis qui sont aujourd'hui, qui investissent massivement dans ce domaine. Et l'Europe est absente. Est-ce que, et l'Europe va être plus que jamais vassalisée d'un point de vue énergétique, puisque nous devrons acheter du gaz américain cher pour éviter une guerre protectionniste. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe, que la France, prétendent rivaliser dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les nouvelles technologies, dans les réseaux sociaux, avec les États-Unis, puisqu'on voit bien aujourd'hui, c'est pour moi ma grande surprise, que l'affirmation de la puissance, elle passe par la domination des réseaux sociaux. C'est devenu un enjeu géopolitique. Est-ce que l'Europe a une chance de survivre dans les 30 ans ou 40 ans et de pouvoir développer des réseaux sociaux à elle et de l'intelligence artificielle à elle? Non. Alors, juste pour revenir sur un point, pourquoi Trump est-il attentif au Groenland et son vice-président dans les conditions qu'on dit? Il faut voir que le projet de conquête de l'Ukraine, c'était le projet de domination par l'Occident d'un certain nombre de ces ressources énergétiques dont tu parles. Et donc, dans une grande mesure, Trump a acté la perte de ces ressources, puisque c'est la Russie qui va mettre la main dessus. Et d'ailleurs, il va y avoir des pertes objectivement pour BlackRock et pour beaucoup d'autres qui avaient beaucoup investi là-dedans. Donc, c'est une compensation. Est-ce que cette compensation va être acceptée si facilement que ça par la Russie ? Moi, je suis quand même curieux de voir ce qu'il va y avoir dans la négociation sur l'Ukraine. Et moi, je pense qu'on aura deux aspects. Il y aura sans doute le fait de mettre fin à la guerre d'Ukraine le plus vite possible, et ça, Trump en a besoin. Mais en échange, les Russes vont faire monter les enchères. Et surtout, si Trump s'obstine à réclamer le Groenland, ils vont faire remarquer que c'est juste de l'autre côté de l'Arctique et que c'est une rupture d'équilibre par rapport au monde actuel. Bon, donc ça, je voulais insister là-dessus. Le deuxième élément, donc sur l'Europe, ça renvoie à une question plus large, c'est quelle attitude devons-nous avoir face à Trump ? Parce que moi, je suis quand même très frappé de voir qu'il y a une espèce d'hystérie des anti-trumpistes qui essayent de continuer à expliquer qu'il est idiot, qu'il est stupide, que c'est un drame, que la démocratie est finie. Qu'il est d'extrême droite. Qu'il est d'extrême droite, fasciste, avec la vidéo d'Elon Musk faisant prétendument le salut romain, etc. Bon, donc ça c'est une chose. Mais on en a parlé plusieurs fois ici dans des vidéos ou dans les articles du Courrier. Il y a ce qu'on appelle les Trumpistes en France qui ont pour Trump les yeux de chimène, si j'ose dire. Et moi, je suis très frappé de voir que
personne ne réagit. Avant même de parler de l'investissement dans l'intelligence artificielle, hein, j'élude pas la question, mais qui demande de dégager d'énormes capitaux. Où est-ce qu'on va aller les chercher? Et il y a avant ça, je veux dire, il veut mettre la main sur le Groenland, mais autant que je sache, le Groenland appartient toujours au Danemark, qui est un État européen, membre de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on va faire la guerre aux États-Unis sur le Groenland? Je ne sais pas si c'est réaliste de le poser comme ça, mais enfin, il faut que ça fasse mal si Trump veut y aller. Or, est-ce qu'il y a une solidarité européenne pour organiser déjà la riposte? Non, pas que je sache. Nous, Français, s'il essaye d'annexer le Canada, il y a quand même quelque chose qui théoriquement devrait nous tenir à cœur, qui est le Québec. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser faire? On va laisser absorber les Québécois dans la Fédération des États-Unis d'Amérique? C'est des vrais sujets. Et moi, je suis frappé de voir que personne ne réfléchit à ça. Si on prend le Proche-Orient, je veux dire, d'un côté, il fait le cessez-le-feu, de l'autre, il lâche les chiens en Cisjordanie. Mais je veux dire, la position de la France a toujours été de refuser cette façon de faire, enfin, jusqu'à une certaine date dans notre histoire, bon, etc. Alors ça ramène à la question de, effectivement, l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que nous allons assister, sans Frexit, sans rien, nous allons assister à la fin de l'Union européenne. Et parce qu'elle ne va pas, ça va être la victime collatérale du Trumpisme en fait. Elle ne va pas tenir, il va y avoir trop de tensions qui vont s'exprimer. Ce qui à ce moment-là nous permet de réfléchir à nouveau en termes nationaux, en termes d'indépendance nationale. Déjà, si on est débarrassé du boulet du marché de l'énergie, de l'électricité européen, alors je ne dis pas que ça va se faire tout seul, hein, il faudra se battre, mais si on peut reprendre notre indépendance énergétique, réinvestir dans le nucléaire et à ce moment-là dégager des marges pour nos entreprises, on peut imaginer petit à petit qu'il y ait des marges pour l'investissement dans les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Alors simplement, c'est un effort à 15-20 ans et là, on a un défi immédiat qui est celui du Trumpisme dans les 4 ans qui viennent, avec un capital mobilisé qui est gigantesque. Enfin, on reprécise que les marges des entreprises, elles sont entamées depuis 3 ou 4 ans par le problème énergétique, mais depuis 20 ans par les dépenses sociales. Bien sûr. Et on rappelle que si les Américains dégagent du capital, c'est parce qu'ils ont une retraite par capitalisation et pas une retraite par répartition, qui est un boulet qui nous appauvrit. Je sais que c'est inaudible de le dire, mais j'en profite pour poser la question de la fin, d'une certaine façon. Le Trumpisme, est-ce que c'est une lutte du peuple américain contre le Deep State, ou est-ce que c'est une manipulation d'une nouvelle élite qui est en train d'utiliser la haine du peuple contre le Deep State pour imposer un nouveau Deep State qui sera encore plus oligarchique? Mais toutes les révolutions se font comme ça. Hein. Donc, les deux manières d'interpréter seront conservées dans les siècles à venir, il n'y a pas de doute. Mais ta vision à toi, Thierry, est-ce que ça ne t'inquiète pas de voir que, au fond, Trump est soutenu par l'hypercapital américain? Non, il est logique, nous sommes à un changement d'époque. Les données sur lesquelles se fonde l'économie ne sont plus les bonnes, c'est évident pour tout le monde, et toi, en tant que chef d'entreprise, tu le sais mieux que les autres. Mais normalement, dans cette bataille, les gens qui ont du pouvoir aujourd'hui, et c'est d'abord des gens qui ont de l'argent, vont imposer leurs propres solutions, c'est normal. Mais les peuples vont aussi imposer leurs propres interprétations, c'est normal aussi. Et il faudra faire un mélange de tout ça. Et moi, je reviens sur cette histoire d'intelligence artificielle. C'est évident que les Européens n'ont pas la capacité de rivaliser avec les États-Unis et avec la Chine. Je répète que la Chine n'est pas si en retard que ça dans l'intelligence artificielle, que la Chine s'est dotée d'une réglementation, d'une législation sur l'intelligence artificielle avant qu'on en parle en Occident.
Bon. Et d'ailleurs, on ignore complètement cette législation qui est fondée sur des préoccupations souverainistes tout à fait remarquables. On ferait bien de prendre exemple sur les Chinois là-dessus. Mais on ne peut pas rivaliser, d'abord parce qu'on n'a pas d'énergie pour ça. Alors, on a des gens qui sont capables de penser, mais on n'a pas d'énergie. Ensuite, le délitement de l'Union européenne est inscrit dans le projet géopolitique de Donald Trump. J'ai expliqué ça il y a une quinzaine de jours. Il s'agit d'aider la résurrection de l'ancien grand-duché polono-lituanien. Voilà. Lituanien. Voilà. Et donc ça ne peut se faire qu'au détriment de l'Union européenne, c'est évident. Et ce qui s'est passé hier au Parlement européen, où ça a été une joyeuse foire d'empoigne au sujet de l'intelligence artificielle, montre que personne en Europe ne sera capable de dégager une ligne dans ce domaine. Édouard, alors, le Trumpisme est-il un populisme? Je crois que ce qui est difficile dans nos catégories européennes, mais surtout françaises, c'est qu'en fait, on ne voit pas que la République des États-Unis a toujours vécu sur la tension oligarchie-démocratie. Alors, l'oligarchie est puissante, et elle devient très puissante parce qu'elle est fondée sur la fortune. Et donc, mais quand on regarde les grands présidents américains, quels sont ceux qui ont marqué dans l'histoire le peuple américain? Ce sont ceux qui, après un déséquilibre en faveur de l'oligarchie, arrivent à retrouver une forme d'équilibre. C'est Lincoln, c'est Roosevelt, et peut-être que ce sera Trump, peut-être, je n'en sais rien. Donc je ne crois pas que ça soit antinomique de dire mais il favorise l'oligarchie et l'hypercapital. Et donc ça va être au détriment du peuple. Ça va être un vrai débat. Il y a déjà un débat aux États-Unis entre sociologues là-dessus. Mais je ne crois pas que c'est parce qu'en fait, des sociétés comme la société américaine ou la société britannique au moment de sa splendeur acceptaient des tensions sociales beaucoup plus fortes que ce que nous acceptons, nous, traditionnellement en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai fait un article, une amorce de réflexion hier dans le Courrier, mais on va y revenir, on va remettre ça sur le métier. Je dis que parler d'un Trumpisme à la française n'a pas de sens. On peut s'inspirer du fait que Donald Trump est un patriote américain qui veut revigorer la puissance américaine, mais aussi redonner la parole au peuple américain, les deux. Mais nous, on a une référence qui s'appelait le gaullisme et qui avait avec effectivement sans doute une attention beaucoup plus forte à ce que la France reste une société de classe moyenne et que l'éventail social ne soit pas aussi étiré. Mais ça doit être un prétexte pour nous remettre à penser par nous-mêmes. Effectivement, et la question de l'intelligence artificielle, elle est simple à première vue. L'Europe ne sera pas capable d'avoir une stratégie. Est-ce que la France peut avoir une stratégie? Alors, on a des très grands scientifiques. Ça, c'est indéniable, ça reste le cas. Ensuite, on a aujourd'hui des filières de valorisation qui sont un petit peu meilleures que ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est surtout, est-ce qu'on est capable d'identifier, nous Français, une niche dans le développement de l'intelligence artificielle où on dirait la France met le paquet là-dessus, mais ça va aussi avec ce que tu disais, c'est-à-dire dégager du capital. Et dégager du capital, c'est la question énergétique, mais c'est aussi une libéralisation de l'économie qui permettent d'avoir des capitaux à mobiliser. Donc effectivement, ça, ce que je viens de décrire, ça serait un néo-gaullisme. Avec une vision nationale et en libérant les forces créatrices dans la société, on va être patient quelques mois avant qu'émerge quelqu'un, voilà. D'abord, Lincoln était partisan d'un régime démocratique et Roosevelt d'un régime républicain, mais les États-Unis n'ont jamais été ni une république ni une démocratie. Leur constitution, si vous la lisez, est extrêmement précise là-dessus. Il n'est pas question que ce soit une république et pas question que ce soit une démocratie. C'est pour ça qu'il y a eu l'adoption de la constitution, puis immédiatement après, les 10 premiers amendements, la Bill of Rights. Le mouvement que représente Donald Trump vise à rétablir ces
ses idéaux, en fait. Oui, il s'appuie sur le peuple. En tant que populiste, il veut un régime démocratique, même si ici personne ne comprend ce que ça veut dire, hein, mais c'est en tant que populiste qu'il veut un régime démocratique. Et en s'entourant des multimilliardaires, contrairement aux apparences, il veut rétablir un objectif républicain dans le développement du pays. Oui, mais enfin, il a quand même dit, on va conclure sur ces sujets, il a quand même dit, il a lancé sa crypto-monnaie qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Il a dit, grâce au protectionnisme, on va se faire beaucoup de fric. Donc, quand même, le projet de Trump, c'est aussi un projet d'expansion économique. Et j'ai volontairement souligné la question de l'intelligence artificielle, parce qu'en réalité, Trump a une stratégie industrielle. Et en France, on a tendance à réduire Trump à l'anti-wokisme, à la dimension culturelle. Je remarque que nous ne l'avons pas du tout évoqué, parce que je pense qu'en réalité, elle est tout à fait secondaire. Je pense qu'il y a des influenceurs en France qui essayent de gommer la dimension économique du trumpisme pour ne parler que du wokisme, parce que pour tiers-mondiser l'Europe, il n'y a rien de tel que de ne pas voir la concurrence économique et de ne pas en parler. Maintenant, il y a bien chez Trump une ambition industrielle, et si la France, si nous étions des vrais gaullistes, beaucoup de gaullistes en France disent « Ah, la politique industrielle du général de Gaulle », la vraie politique industrielle à mener aujourd'hui, c'est sur les secteurs d'avenir, c'est pas sur les vieilles usines automobiles. Et aujourd'hui, notre politique industrielle, est-ce que nous serions capables, en France, de dire, les États-Unis investissent des centaines de milliards de dollars sur l'intelligence artificielle, est-ce que nous serions capables de dire en France aujourd'hui, on arrête la retraite par répartition qui nous ruine, et on dégage du capital avec de la retraite par capitalisation pour financer une politique industrielle d'avenir? Alors ça suppose qu'on change toute la manière de penser qu'on a ici, puisque ce n'est pas seulement le système des retraites qu'il faut mettre en cause, c'est l'ensemble des prestations sociales. Nous vivons tous de prestations sociales. Moi, je trouve ça absolument effrayant, mais bon, c'est comme ça que ce système est organisé. Il n'y a que la France qui soit organisée à ce point sur une dépendance à l'État. Mais moi, je voulais revenir... L'État-providence. Non, à l'État qui décide à votre place. Ça n'est pas une providence du tout, à mon avis, c'est un État qui nous infantilise. Voilà. Mais moi, je voulais revenir sur la question économique. Il s'agit de développer l'intelligence artificielle, et pour s'appuyer, pour développer l'intelligence artificielle, de s'appuyer sur une production locale d'énergie. Et donc, une des premières décisions de Donald Trump a été de se retirer des accords de Paris. Et ce n'est pas la seule chose dont il s'est retiré déjà. Mais ça, il l'a fait tout de suite. Alors, en France, on va présenter ça comme un fantasme d'un type qui est contre la science, etc. Et personne ne va dire en France que les accords de Paris, ça n'est pas la science. Parce que pour nous, nous sommes tellement abreuvés d'une propagande, nous pensons qu'il n'y a pas d'autre manière d'expliquer le changement climatique que celle qu'on nous raconte du CO2 et tout ça. Or, alors ça, Donald Trump ne va pas le dire, mais il y a une autre explication scientifique. La science, c'est un débat. Les scientifiques doivent explorer différentes hypothèses et vérifier celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Or, il y a une autre explication qui est développée par l'Académie des sciences russes, quand même un gros poids, mais c'est des Russes, alors on ne doit pas écouter parce que c'est des Russes, mais eux, ils ont une autre explication à ce phénomène, et selon cette autre explication, ce que fait Donald Trump ne va pas provoquer un désastre écologique. Voilà. Et nous sommes incapables de répondre
à l'hypothèse russe, nous croyons a priori à une autre hypothèse. Tu peux préciser ce que c'est l'hypothèse russe pour ceux qui ne suivent pas ça Moi, je ne suis pas expert en la matière, mais les Russes disent que le réchauffement n'est pas du tout le même sur toute la planète, et qu'il y a des endroits où ce réchauffement est très fort, que ces endroits correspondent à des trous dans la couche d'ozone qui eux-mêmes correspondent à un certain mouvement des planètes, et que donc l'homme n'a absolument aucune responsabilité dans ce réchauffement climatique, qu'il ne conteste pas. Mais ils disent que ce n'est pas du tout partout pareil. Vous savez, par exemple, l'océan Pacifique se refroidit. Donc ce qu'on nous raconte sur le réchauffement climatique est idiot. Voilà. Pour conclure sur les 50 nuances de Trumpisme, il y a un goulot d'étranglement dans la politique de Trump, c'est la question du niveau éducatif aux États-Unis. Et alors il dit, on va se débarrasser du système étatique, du département de l'éducation, mais ça ne résout pas la question toutes les études de l'OCDE et d'autres le montrent, de l'infériorité de la formation scolaire par rapport en particulier aux pays d'Asie, et pour l'avenir de l'industrie américaine et de l'intelligence artificielle et de beaucoup d'autres secteurs, c'est important. Alors, on voit bien ce qui va se passer. D'ailleurs, faisons un petit pronostic dans les 50 nuances de Trumpisme, la 49e et demie. C'est après un côté très démonstratif, avec des déportations, comme il dit, sur l'immigration, etc. Après ça, on va s'empresser, et là Musk va jouer un rôle, d'avoir une immigration pour le travail et pour la qualification qui va être massive. Moi, je fais le pari qu'elle va être massive. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir non seulement des chercheurs, des cerveaux, mais il va falloir avoir aussi des ouvriers qualifiés capables de faire ce que les Chinois, les Indiens et d'autres sont en train de développer. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Ça nous pose exactement la même question en France, parce qu'on est là aussi devant un formidable défi de qualification, et nous ne formons pas suffisamment de gens pour les métiers d'avenir, les métiers de la troisième révolution industrielle, c'est évident. Mais voilà, c'était pour dire que dans la cuirasse du Trumpisme, il y a une faille je suis pas sûr que Trump l'ait complètement aperçue. En tout cas, il va devoir compenser par d'autres méthodes enfin, il faudra un investissement éducatif gigantesque, mais aujourd'hui ce sont les nations d'Asie ou quelques rares pays européens en Europe centrale ou la Finlande qui dominent l'éducation mondiale. Il faut bien voir ça. Je pense qu'il est très conscient de ça en fait, parce que lors de son premier mandat, il avait publié une réforme de la stratégie de sécurité des États-Unis. Et le premier, il avait compris, personne ne le disait à cette époque, il avait compris que l'armée des États-Unis était devenue un truc complètement inutile, juste bon à vaincre des peuples sous-développés et des organisations terroristes, mais absolument pas à livrer une bataille face à la Russie et à la Chine. Donc il avait souhaité que l'armée des États-Unis invente de nouvelles armes, au lieu d'acheter toujours les mêmes armes d'une époque antérieure. Et là, il avait décidé qu'il donnerait des possibilités au lobby militaro-industriel de faire venir des scientifiques d'autres pays pour penser de nouvelles armes. Bon, ça n'a jamais abouti, mais il l'avait écrit dans son texte. On reviendra sur cette question dans 15 jours. Je suis sûr qu'on aura encore beaucoup de choses à dire sur Trump. Merci, messieurs, de votre participation. On rappelle que vous pouvez vous abonner à la lettre de Thierry Meyssan qui paraît toutes les semaines, qui est une mine d'informations, et que si vous donnez le code que Thierry vous confiera un jour, vous avez droit à 40% de réduction sur son abonnement à 500 €. 30%. 30%, il change les chiffres tout le temps. Non. Et donc on rappelle par ailleurs que nous ferons, les abonnés du courrier auront droit à un événement gratuit avec Édouard Husson et moi courant du mois de mars. Est-ce que tu veux te joindre? Est-ce que tu veux que les abonnés de ta lettre
participe à cet événement avec toi, te joindre à nous pour faire cet événement à 3, courant mars, oui, bien volontiers. de conférence. Ouais. Si vous voulez nous retrouver un soir pour avoir un moment de conférence et de discussion, eh bien abonnez-vous à nos publications et vous pourrez gratuitement participer à ces événements. À très bientôt, messieurs. À très bientôt. À bientôt.